De plus en plus de participants en, sont en train de nous rejoindre. Donc, on va démarrer en fait avec les règles de base de ce webinaire. Merci beaucoup donc de nous avoir rejoints de cet appel de la série, c'est l'appel numéro 4 de la série de webinaires, de 6 webinaires qui porte sur la mise à l'échelle en fait de l'assainissement en milieu rural qui soit durable. Et ici, on parle donc des systèmes et, qui durent et des comportements qui restent. Avant de commencer, on va vous demander donc de fermer vos micros. Ce webinaire va durer 60 minutes. Donc, pendant que vous écoutez, veuillez donc fermer vos micros. Si vous avez des questions ou des commentaires, nous vous invitons à utiliser donc le chat pour les y écrire et pour qu'on puisse avoir la conversation à la fin du webinaire. Et si à la fin du webinaire, il y a des questions qui n'ont pas pu être traitées, on pourra les envoyer par email plus tard. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser dans le chat ou alors si vous voulez poser des questions, donc la question concernant donc le thème du webinaire. On va aussi donc enregistrer cet appel et partager donc les diapos sur le site web. Ça fait plaisir de voir qu'il y a plus de 60 personnes qui nous ont rejoints. Nous allons vous demander donc de vous présenter en mettant vos noms, votre organisation et puis votre pays. Donc après, les règles de base, il y aura donc l'ouverture et le contexte que je vais faire. Ensuite, on aura M. Abdul Nashiro Mohamed, le directeur régional de Ouattara dans l'Afrique de l'Ouest, qui va nous parler donc des progrès en matière d'assainissement en milieu rural, ainsi que les défis et les changements que nous devons faire. Ensuite, nous avons deux invités donc distingués donc du Mali et du Cambodge qui vont parler donc de leur expérience et nous allons enregistrer l'appel. Donc, avant de commencer, pour la session ce matin, il y aura donc l'interprétation en français et en anglais. Veuillez donc choisir votre canal de langue préféré en cliquant sur l'icône en bas de votre écran pour pouvoir écouter donc le webinaire dans la langue de votre choix et de pouvoir interagir. Alors, euh, comme pour démarrer, alors cette série de webinaires euh, euh, fait suite en fait au sommet donc de l'assainissement au Népal qui s'est passé en juin. Il y a eu donc une délégation de plus de 20 pays qui ont partagé donc leur programme en matière d'ODD sur l'assainissement et ils ont partagé aussi leurs défis et des informations clés. Euh, il y a ici donc à l'écran donc les questions sur lesquelles nous avons travaillé. Donc, et cette série de webinaires a pour but en fait d'offrir une série d'apprentissages entre les pairs. Donc, vous pourriez peut-être vous poser des questions donc, par rapport aux étapes, par rapport à l'assainissement gérant en toute sécurité. Et pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, c'est juste pour vous donner un contexte. Nous reconnaissons tous que pour faire des vrais progrès,
en matière d'assainissement. Il faut qu'on crée donc un meilleur alignement et une meilleure coordination entre les acteurs. Et il nous faut aussi une compréhension claire de l'assainissement et ce que cela implique en termes de pratique. Donc, ce cadre n'est pas vraiment nouveau, mais il liste ici donc les étapes pratiques à prendre pour aider à identifier les lacunes. Et il s'agit aussi d'une stratégie donc dirigée par le gouvernement qui se décline à l'échelle sous-nationale ou locale. L'étape 6 de ces diapos, donc, il se focalise sur le service à, à l'échelle locale. Et donc, il y a aussi donc des chronogrammes et comment procéder, ainsi que les personnes impliquées dans les fournisseurs de services qui vont être aussi impliqués dans le suivi. Donc, cette approche par étape vous permet donc d'avoir une approche pour voir comment est-ce qu'on peut réaliser l'ODD 6. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Nash, qui est le directeur régional de WaterAid d'Afrique de l'Ouest, pour qu'il partage avec nous donc, les tendances actuelles et les programmes en matière d'assainissement en milieu rural, ainsi que les défis et les changements qu'il faut faire pour pouvoir accélérer nos progrès. Nash, vous avez la parole. Merci beaucoup et bienvenue à cette session. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir en fonction donc de votre zone géographique. Et comme elle a dit, je m'appelle Mohamed Abdul Nashirou et tout le monde me connaît dans le secteur comme Nash. Et je suis basé à Accra au Ghana et je suis le directeur régional de WaterAid en Afrique de l'Ouest. Alors, certains points que je vais mettre en exergue ici sont déjà connus par pratiquement tout le monde, mais à la fin, je vais mettre l'emphase sur un certain nombre de choses pour pouvoir informer la conversation pour la suite. Et vous savez, l'assainissement va certainement demeurer une préoccupation majeure, notamment donc l'importance de l'assainissement rural. Et l'assainissement rural est toujours importante et absolument tout à fait importante parce que à ce jour, on a encore moins de la moitié de la population rurale qui a accès donc à l'assainissement géré en toute sécurité. Et 2 personnes sur 3 vivent sans l'accès de base à l'assainissement dans en milieu rural. Et nous savons aussi que 9 personnes sur 10 continuent de pratiquer la défécation à l'heure libre en milieu rural. Et bien sûr, tous, on sait donc que euh, il y a donc le fait que la défécation à l'air libre donc limite la durabilité. Et pour qu'on puisse réaliser nos ambitions, donc pour la réalisation de l'ODD6, il nous faut prendre des actions pour l'assainissement. Et on sait qu'en milieu rural, il y a donc un certain nombre de défis. Et il y a donc l'effondrement des latrines et ensuite la nécessité de reconstruire les toilettes. Et cela fait suite en fait aux conséquences du changement climatique parce que quand la saison pluvieuse arrive, elle fait effondre les toilettes et les gens sont obligés de les reconstruire après. Pendant que on sait que des toilettes améliorées peuvent être maintenues pendant 5 à 10 ans, alors que les personnes en milieu rural sont obligées de les reconstruire après chaque saison pluvieuse. Et enfin, il est important pour nous aussi de parler de la question de gestion des excréta. Ensuite, je vais parler maintenant des défis majeurs. Et ça, c'est pas nouveau pour la plupart d'entre nous, hein. Il y a un manque d'harmonisation des approches.
on a une institution qui fait une chose et une autre institution qui est dans la communauté voisine qui fait toute autre chose. Et donc, il n'y a pas de coordination, ce qui est un grand défi pour le secteur de l'assainissement. Il y a aussi donc le focus à court terme qui se fait sur l'élimination de la défécation à l'air libre. Et on sait que les défis, les approches en fait à court terme sont un défi majeur pour la durabilité. Le troisième porte sur la faiblesse des engagements politiques. Et donc, pour cela, il nous faut en fait faire du plaidoyer pour une priorisation accrue ainsi que le financement donc, de l'assainissement en milieu rural. Et donc, il faut non seulement prioriser, mais il faut aussi allouer les ressources nécessaires pour pouvoir en fait aborder les risques. Donc, comment est-ce qu'on change la donne? Le troisième domaine clé, c'est porte sur l'innovation limitée ainsi que les solutions inclusives limitées. Est-ce que, par exemple, nous concevons les modèles en tenant compte des personnes vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes handicapées? Ou alors, est-ce qu'on les construit sans tenir compte, en fait, de ces limitations-là? Il y a aussi, surtout à l'échelle régionale ou sous-nationale, il y a une faible capacité et des ressources limitées. Et enfin, et non des moindres, il y a l'insuffisance des données pour pouvoir soutenir en fait la prise de décision ainsi que la bonne planification et le bon suivi des progrès. Et donc, je veux mettre la phase ici. Premièrement, si on continue d'agir de façon séparée, de façon non coordonnée, et de façon délibérée ou non délibérée, on va laisser à la traîne certaines populations. Parce que quand vous ciblez en sachant que vous laissez des gens à la traîne, comment est-ce que vous assurez que toute la communauté a accès à l'assainissement? Deuxièmement, nous cherchons à faire des résultats en matière de santé améliorés à long terme. Et pour cela, il faut donc regarder sur le long terme la gestion de l'excréta ainsi que l'amélioration des infrastructures. Et enfin, comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a suffisamment de ressources pour y arriver? Et maintenant, parlons des changements, ce qu'il faut faire. La défécation, la situation fédérale est très importante et il faut qu'on passe de là à l'assainissement géré en toute sécurité parce que il faut des étapes clés pour pouvoir y arriver, mais il faut qu'on aille au-delà donc de la fin de la défécation à l'air libre pour cibler l'assainissement géré en toute sécurité. Et pour cela, donc il y a un certain nombre de pratiques qu'on peut encourager. Comment est-ce que on s'assure que donc il y a une gestion, une utilisation hygiénique des toilettes? Comment est-ce qu'on s'assure en fait que on a un bon système en fait pour contenir les excrétas? Comment est-ce que on a un bon système en fait d'évacuation sur des excrétas? Et permettez-moi de mettre l'emphase ici une fois de plus. Oui, la situation fédérale est importante, mais ce n'est pas tout. Et le changement de comportement et de pratique ainsi que la mise en place en fait des systèmes pour satisfaire les besoins importants. Et c'est pour cela qu'on parle d'assainissement géré en toute sécurité pour tout le monde et non pas juste pour quelques personnes. Et aussi, on veut, bien sûr qu'on veut regarder l'accès aux toilettes, mais pas seulement. Et les gens se posent souvent la question de savoir si on peut réellement réaliser donc l'assainissement géré à l'assainissement. Et je veux dire qu'il y a des étapes minimales pour y arriver. Donc, ça peut prendre à peu près
2 ans. Et par exemple, ici, donc, on a eu, eu cette session de haut niveau. Et en une vingtaine d'années, ils ont pu passer en fait ils sont passés donc de la subvention donc des latrines pour aboutir à une situation où les gens sont en mesure en fait de payer pour leur assainissement. Et 10 ans plus tard, on a en fait les ministères de tutelle qui ont pris des décrets pour que tous les ménages aient des latrines. Et donc, par exemple, dans certains pays, vous avez des lois, mais malgré tout cela, il y a des ménages il n'y a pas de toilettes, même si ils ont inclus des toilettes dans la conception. À la fin de la construction, les toilettes ne sont pas prises en compte. Donc, ce qu'on a appris, c'est que le leadership du gouvernement doit aussi aider donc, à ce que cela soit mis à l'échelle. Donc, 20 ans de financement public. Ensuite, on a pu aller donc à l'investissement donc des ménages eux-mêmes et cela conduit énormément à une situation où la situation s'améliore. Maintenant, passons aux 4 facteurs clés. Et il s'agit en fait de la mise à l'échelle. La fourniture des services d'assainissement sont bien coordonnés et gérés à l'échelle institutionnelle. Ça peut être par exemple une commune ou ça peut être par exemple à l'échelle sous-nationale en fonction en fait du type d'administration. Mais au niveau administratif, c'est au-delà d'une communauté. Et je mets l'emphase sur le fait que ce soit au-delà juste d'une communauté. Maintenant, comment est-ce qu'on s'assure que cela se fait? Et l'accès universel, ça c'est un autre domaine. Euh, Cela se fait à travers Il s'agit l'identification des d'identifier les besoins. besoins des différentes populations les plus marginalisées. Comment faire en sorte que nous les ciblions? Ça peut être des femmes, des enfants, des personnes âgées ou les personnes vivant avec un handicap. Nous devons les avoir à l'esprit dans toute conception de projet ou programme que nous faisons. Le leadership gouvernemental dont nous parlons depuis longtemps ne doit pas être occulté également. Il faut que le gouvernement crée l'environnement favorable pour que nous puissions avancer. Comment faire en sorte qu'il y ait des politiques? Comment faire en sorte qu'il y ait une personne responsable de la coordination de tout cela? Il y a également qu'il faut mettre en place un système de suivi au niveau national. Et bien évidemment, la durabilité, cela ne doit pas être mis de côté. Et il y a beaucoup de défis dans disons, dans tout ce que nous voulons faire, surtout dans les zones rurales. Alors, certains changements que nous voulons effectuer sont de 3 ordres. Comment passer de l'approche basée sur le projet vers une approche basée sur le renforcement du système. Il s'agit d'explorer les politiques de politiques existantes, s'assurer également que les finances sont également disponibles. Et deuxièmement, il s'agit de passer des activités, des changements de comportement à court terme vers des campagnes à grande échelle. Pendant les campagnes, vous recevez l'attention de tous et les décideurs politiques y compris. Comment donc faire en sorte que ce que nous concevons est pris en compte au niveau national? Nous avons les connaissances indigènes également qui peuvent nous servir de base pour cibler les changements de comportement. Et le dernier nom, le moindre, c'est les infrastructures. Comment mettre en place des infrastructures qui seront bénéfiques à tout le monde? La dernière, s'il vous plaît. Ici, il s'agit du rôle
des autorités, les collectivités locales. Un mandat doit être clair concernant la, les ressources financières ainsi que les capacités techniques, le soutien technique. Ça peut venir du gouvernement central ou des autres institutions. Et pour terminer, il y a la coordination. Et je voudrais, pour finir, mettre l'accent sur un point. Le gouvernement, donc, doit cibler la pérennisation, mais il doit également être regardant sur comment les ressources sont utilisées et faire en sorte que les ressources sont, disons, disponibilisées sans limite ou sans frais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nash, pour cette présentation précise sur les questions clés et les autres secteurs que nous devons travailler à faire avancer. Nous avons donc dans certains pays qu'il faut rappeler que nous avons des systèmes basés sur les approches, pardon, des approches basées sur les systèmes. Et nous allons également explorer des exemples pour, disons, mettre en place les changements comportementaux, les, euh, disons, les différentes chaînes d'approvisionnement. Après avoir écoutez les présentations, pensez à votre contexte. Quels sont les éléments qui ont été présentés ici sont similaires à ceux de votre pays et par secteur également. Comment on peut gérer l'assainissement de façon sécurisée et de façon inclusive? Alors sur ce, je voudrais introduire, présenter la première étude de DK2, notre session matinale. Nous aurons donc avec nous M. Dina Cheng, qui est gouverneur du district de Sash Kadal, donc du gouvernement royal du Cambodge. M. Dina va nous parler de son leadership et des efforts qu'il déploie dans son district pour faire avancer les questions relatives à l'assainissement dans le sens de réaliser la gestion, l'assainissement géré de façon sécurisée. Bonjour, bon après-midi ou bonjour, parce que nous sommes dans des zones géographiques différentes. Merci de me compter parmi vous. Je suis donc Dina Cheng, gouverneur du district de Sash Kandal du Cambodge. Et je voudrais dire un grand merci à WaterAid de m'offrir l'agréable opportunité de montrer, présenter ce que nous avons réalisé dans le district et, et bien évidemment de la situation du Cambodge concernant l'assainissement. Nous pouvons dire que 90% des populations, des ménages, pardon, ont des toilettes, mais ce ne sont pas des toilettes qui peuvent être considérées comme étant gérées de façon sécurisée. Et maintenant, avec les changements climatiques, nous avons beaucoup d'inondations qui touchent le pays. Dans notre pays, il y a des moments où il y a des pluies et il y a des moments où il n'y a pas de pluie du tout. Et souvent, nous avons des pluies alors que nous traversons la saison sèche. Nous avons, nous enregistrons des pluies avec surprise. Donc, les différents gouvernements travaillent d'arrache-pied, les différents gouverneurs également, pour disponibiliser l'assainissement géré de façon sécurisée dans le pays. Et nous avons eu une rencontre en mai 2023 pour évaluer le progrès effectué. C'était une rencontre interministérielle et nous avons à ce jour enregistré beaucoup de progrès. En ce qui concerne l'ODF, je peux dire que nous travaillons d'arrache-pied, pardon,
pour faire avancer la question de l'ODF. Et nous avons 18 districts qui ont réalisé l'ODF et il y a deux parmi les 18 qui ont réalisé l'ODF+, particulièrement le district de Phnom Penh. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des toilettes, mais il faut s'assurer que les populations disposent de l'eau potable et de l'hygiène dans leur ménage, à l'école ou dans les zones publiques. Et lorsque nous avons fait la planification de l'assainissement géré de façon sécurisée, nous avons réfléchi à comment renforcer le système afin de tenir face aux différentes inondations et aux différents changements climatiques. Passez à la diapo 3, s'il vous plaît. Ce que le district doit faire pour atteindre l'ODF+, nous avons ce qu'on appelle l'assainissement pour tous. Nous avons donc planifié. Il ne s'agit pas d'avoir des idées, mais de planifier de façon à ce que tout le monde ait accès à l'assainissement, aux toilettes et à l'hygiène. Et nous avons donc, disons, évalué les coûts. Mais je dois dire que sans planification, rien ne peut se faire. Et nous avons également des coupes budgétaires provenant de l'État central, ce qui fait que nous devons gérer le peu de ressources de façon très efficace et rigoureuse. Nous faisons également une évaluation de tout le système euh, pour voir là où il faut non seulement consolider les acquis, mais également voir où il faut améliorer. Il y a, par exemple, la question des infrastructures, le financement euh, des infrastructures, ainsi de suite. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons les progrès et réalisations clés. Notre district a réalisé l'ODF+ en 2024, ce qui veut dire que nous ne sommes pas contentés de faire en sorte que tout le monde utilise des toilettes, mais que- qu'ils accèdent, tout le monde ait accès à la sélection de gérants de différents sont sécurisés, que les populations puissent se laver les mains. Et nous avons également fait la promotion de l'hygiène, ce qui nous a, ce qui a favorisé le succès. Nous avons mesuré le progrès, nous avons montré plus d'engagement. En tant que gouverneur du district, nous, en plus de notre rôle de diriger le district, nous avons montré plus d'engagement dans les activités et nous avons également inclus les activités dans notre plan quinquennal et plan annuel. Et bien évidemment, dans le plan communal, sans bonne planification, comme je l'ai dit, rien ne peut se faire de façon efficace. Il faut faire le suivi de surtout les choses qui ne marchent pas et les corriger. À tout moment, nous avons besoin de ressources et nous devons également travailler à plus d'inclusion du genre. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour lever des fonds, mobiliser des ressources pour notre district et nous avons encouragé les familles, les ménages pauvres à construire des ménages et des ménages
durable à des prix très abordables. Nous avons donc mis en place un système de financement au profit des ménages pauvres. Et parmi les partenaires, nous avons WaterAid qui est l'acteur majeur, qui nous aide depuis le départ. Pour la première fois, lorsque on nous a parlé pour la première fois de ODF, nous avions peu d'idées de ce que cela voulait dire. Et nous ne savions même pas comment procéder pour savoir les populations qui utilisaient les toilettes et celles qui l'utilisaient pas. Donc, et c'est là où l'intervention de l'ODF nous a beaucoup aidé. Nous avons également le district. Vous savez, si vous voulez réaliser quelque chose, si vous voulez euh, que des personnes vous aident ou vous venez qu'on vous soutienne, vous devez d'abord vous soutenir vous-même d'abord. Et la commune également a joué un rôle très important dans la contribution financière. Donc voici un peu les partenaires qui nous ont aidés à atteindre notre but et les hommes et les femmes se sont impliqués dans notre travail. Il ne s'agit pas, nous n'avons pas seulement pensé aux hommes, nous avons pris en compte les besoins et les idées de tout le monde dans notre plan et nous avons ensemble travaillé pour réaliser l'assainissement. Il s'agissait donc de faire en sorte que tout le monde se sente concerné par le travail dans la communauté. Je voudrais également dire que euh, une seule main ne peut pas ramasser la farine, comme on dit. Et la raison même pour laquelle il faut inclure la communauté, inclure tout le monde, c'est que vous, en tant que dirigeant, vous pourrez ne pas connaître tous les problèmes que vivent les communautés que vous dirigez. C'est la raison pour laquelle il fallait inclure tout le monde. Et nous voulons travailler d'arrache-pied pour réaliser les ODD à l'horizon 2028. Notre district s'engage à, à réaliser des toilettes de très bonne qualité à l'horizon 2028. Cela veut dire que nous ne nous contentons pas de mettre en place, de construire des toilettes de base, mais des toilettes très bonne qualité. Et je voudrais souligner ici que l'atteinte de l'ODF plus est très difficile, mais sachez que amener les gens à utiliser les toilettes est encore plus difficile que l'atteinte même de l'ODF. Et je crois que c'est la dernière diapo. Ce que nous allons faire, c'est de travailler à permettre à chacun de tenir face au changement climatique. Et nous sommes dans notre district, nous sommes entourés de fleuves, de cours d'eau, ainsi de suite. Donc, les inondations peuvent arriver facilement, peuvent nous toucher facilement. C'est la raison pour laquelle il faut amener la population à être résiliente, construire des infrastructures résilientes pour épargner les populations des effets des inondations. Il y a d'autres choses, d'autres aspects sur lesquels nous devons travailler, parmi lesquels la résilience climatique, le renforcement des capacités, les ressources et l'inclusivité. En ce qui concerne l'inclusivité, il y a des choses importantes que nous voulons réaliser. Nous voulons que chaque famille soit connectée à, à l'eau potable, au système d'adduction d'eau potable et dispose de ses propres latines. Il y a 20 ans, nous utilisions l'eau des fleuves. Maintenant, nous disposons de l'eau potable
à travers les robinets. Et les paysans utilisent cette eau pour l'arrosage de leur culture. Nous voulons que 100% des populations à Sarkandal aient accès à l'assainissement géré de façon sécurisée. Nous voulons que tout le monde dispose de toilettes, que ce soit à la maison et dans les espaces publics. Cela va nous permettre également de gérer les déchets. Cela met fin à ma présentation et je voudrais, pour finir, vous laisser cette question, cet appel à l'action. Quelles stratégies innovantes pouvons-nous explorer pour renforcer les services d'assainissement de façon résiliente et équitable en tenant compte des contextes des districts, y compris les options FSM? Sur ce, je vous remercie pour votre aimable et soutenue attention. Merci beaucoup, Monsieur Dina, pour cette présentation très inspirante qui montre le leadership fort et l'engagement sans faille que vous montrez. Et également le fait que vous prenez en compte le plan de WaterAid dans votre plan, dans votre planification. Vous avez parlé de planification annuelle et quinquennale des actions que vous voulez mettre en œuvre pour votre district. Alors, j'ai apprécié vos réflexions, votre réflexion disant qu'une seule main ne peut pas ramasser la farine. Merci beaucoup. Il faut beaucoup de mains pour ramasser la farine. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées dans la chat suite à votre présentation. Nous allons travailler, nous allons faire autant que faire se peut de répondre à ces questions. Et bien évidemment, de concert avec nos collègues de, du Cambodge. Nous allons sur ce laisser la parole à M. Dembélé de la République du Mali, la Direction nationale de l'assainissement du Mali. Ok, merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis, comme Vous vous avez la l'avez parole. dit, ok, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je suis M. Yarga Ouled Dambélé, directeur national de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances du Mali. Et donc, je vais vous faire l'économie de notre perception par rapport à la problématique d'assainissement en milieu rural. Et donc, nous allons vous entretenir sur la thématique renforcer la prestation des services d'assainissement en milieu rural au Mali. Au Mali, l'assainissement rural est caractérisé par un manque ou une insuffisance d'infrastructures, par un manque de comportement éco-citoyen et aussi par une contrainte financière. Et c'est tous ces aspects qui donnent aujourd'hui, qui mettent en exergue le taux d'accès à l'assainissement. Comme vous le voyez, nous avons comme taux d'accès à un service d'assainissement de base de 50%, avec une disparité entre le milieu rural et le milieu urbain. On a en milieu rural 42%. S'agissant de l'assainissement géré en toute sécurité, nous sommes à un taux global de 16% contre un taux de 23% en milieu rural. Aussi, il y a la défécation à l'air libre qui continue. On a un taux global de défécation à l'air libre de 5% contre 7% pour le milieu rural.
Ça, c'est le contexte général au niveau des communautés. Maintenant, j'ai pris un cas particulier au niveau des écoles où nous sommes à 30% de taux d'accès à un service d'assainissement de base. Tout ceci montre que le défi majeur constitue le sous-financement du sous-secteur de l'assainissement. En 2014, lors de la rencontre internationale sur le choix, assainissement et eau pour tous, le Mali s'était engagé à mettre 5% de son budget national dans l'eau et l'assainissement. Et suite aux récentes évaluations, nous sommes à 3,52%, donc le gap doit être comblé. On y va? Les progrès réalisés en matière d'assainissement rural ou vers l'atteinte vers l'assainissement géré en toute sécurité. Nous nous sommes dit qu'il faut d'abord s'outiller, avoir des outils, des stratégies, des approches qui nous permettent d'aller à cette approche assainissement géré en toute sécurité ou encore l'assainissement durable. Et pour cela, nous avons relu notre politique nationale d'assainissement qui est adossée à 5 programmes nationaux, dont le programme national de gestion durable des eaux usées et excrétables. Aussi, l'aspect inclusivité, l'aspect réduction de durabilité, disons de réduction d'inégalités et conformément aux objectifs de développement durable n'a pas été occulté. On a pris le soin de mettre le principe d'équité et déjà dans la politique nationale d'assainissement. Et du programme national de gestion durable des eaux usées et excrétables, nous avons élaboré, bien sûr avec l'appui de notre partenaire principal qui est l'UNICEF, une stratégie nationale pour un Mali fédéral et un assainissement durable. Cette stratégie a pour objectif principal de nous amener à un assainissement géré en toute sécurité. Dans la dite politique, dans la dite stratégie, nous avons développé le marketing de l'assainissement. Et l'accent a été beaucoup plus mis sur l'assainissement géré en toute sécurité. Et aussi avec ces changements climatiques dont tout le monde entier est exposé, nous avons une approche qui nous permet d'être résilients face au changement climatique. Donc, c'est cette stratégie assainissement résilient. Donc, un focus a été mis sur cela. Et donc, l'assainissement basé sur le marché qui a été développé dans le marketing de l'assainissement a concerné au Mali 10 régions. Il faut se dire que cette approche a donné le résultat escompté sur le terrain. Parce que, comme on l'a dit, c'est une approche qui est réellement basée sur le marché, où il y a des opérateurs, il y a des maçons, il y a des promoteurs et aussi des clients. Donc, une approche qui a pu valoriser les ressources locales, qui a fait en sorte que toutes ces communautés se sont dotées des ouvrages qui répondent aux exigences des ODD. Et donc, du coup, on est en phase avec l'assainissement géré en toute sécurité. Maintenant, comment les différentes communautés se sont appropriées de l'approche? Nous avons utilisé les canaux de communication, des sports, des radios et ensuite des télévisions. Et tout ceci nous ont permis d'atteindre les résultats suivants. À comprendre que le projet a connu 2 phases principales. On continue. Le projet a connu 2 phases principales. Et donc, de 2014 à 2024, donc, il y a eu les 2 phases. Donc, la première phase a
concerné l'année 2014 à 2017 et la deuxième phase a concerné 2017 à 2022. Mais jusqu'à présent, ça continue. Et donc, cela nous a permis de créer un réseau de 170 opérateurs privés et plus de 350 promoteurs d'assainissement qui ont été mis en place et qui fonctionnent aujourd'hui sans aucun appui. Et donc, ça nous a permis d'installer 30 020 latrines qui coûtent à peu près à 3 milliards de francs CFA ou encore 6 millions de dollars. Bien vrai que le projet a pris fin en 2024, puisque les résultats du projet ont fait que un comportement durable a été ancré dans la tête des communautés. Et donc, les communautés continuent à vendre jusqu'à présent ces produits, en tout cas, qui ont été adoptés, vulgarisés et pendant la phase type du projet. Et donc, pour dire que le projet a réellement atteint son résultat escompté. Parce qu'un projet ne vient pas pour servir que le temps du projet. Un projet, quand il vient, même quand le projet finit, les bonnes actions, le résultat doivent continuer à produire. Et c'est ce que nous avons constaté dans la mise en œuvre de cette approche qu'on a appelée marketing de l'assainissement. Et donc, et pour que les résultats puissent bien donner, on a mis en place des comités. Au niveau de chaque région, il y avait un comité régional. Et tous ces comités pilotés par un comité national de suivi et de supervision des activités du marketing de l'assainissement. Et comme défi et perspective, il y a la satisfaction de la demande des produits. Et puisque quand le projet a donné le résultat escompté, ça a suscité quand même un engouement de la part de toutes les communautés qui veulent avoir ce type de latrines et avec l'introduction de ces produits Satopan, ce gène. Et donc, nous devons tout faire d'ici à l'horizon 2030, mettre à l'échelle afin que toutes nos communautés puissent être dotées de ces types de dalles, de latrines et, si possible, avec l'introduction des produits Sato qui va nous permettre d'atteindre, en tout cas, une mise à l'échelle souhaitée de ces latrines qui sont en phase avec l'assainissement géré en toute sécurité. Il y a aussi la mobilisation de financement adéquat pour cette mise, comment dirais-je, en œuvre ou cette mise à l'échelle de l'approche assainissement basée sur le marché en milieu rural au Mali. On continue. Et voilà, et comme recommandation, puisque c'est vraiment une approche qui a fait son résultat, et donc nous comptons développer des mécanismes de financement pour accélérer l'accès à l'assainissement, y compris les ménages et les ménages vulnérables et difficiles à atteindre, puisque on ne peut pas atteindre l'assainissement géré en toute sécurité, on ne peut pas atteindre, les objectifs de développement durable, être au rendez-vous de l'ODD tant qu'on ne résorbe pas la disparité. Et donc, il faut penser aux personnes vulnérables et il faut penser aussi aux personnes qui sont dans des coins éloignés. L'assainissement, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, il faut aussi intégrer l'utilisation systématique des produits Sato. Parce ces produits Sato, ces produits de l'assainissement basés sur le marché, et très généralement des dalles qui sont confectionnées par nos propres maçons locaux à travers l'implication de nos opérateurs, de nos promoteurs. Il faut vraiment intégrer ça systématiquement, comment dirais-je, dans les normes et standards de construction et d'équipement de latrines publiques, notamment dans les écoles et les centres de santé de référence. Un exemple, nous avons un centre de santé de référence dans un de nos cercles où
Au niveau de toutes les latrines de ces centres-là, il n'y a que des produits Sato. Et ce résultat a vraiment émerveillé tout le monde. C'est pourquoi nous devons aller dans ce sens-là. Les bonnes œuvres, nous devons les maintenir et nous devons les multiplier. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'était l'expérience du Mali que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très précise et très concise concernant donc l'assainissement géré en toute sécurité. Donc, je veux profiter donc des présentations du Mali et du Cambodge pour mettre l'emphase sur la nécessité donc de l'inclusion des services d'assainissement et leur disponibilité pour tous et pour toutes. Et c'est comme ça qu'on peut réaliser l'accès universel. Et pour ce faire, il nous faut aussi, donc, pour ce faire, il faut en fait gérer la question de l'accès limité à des services inclusifs. Cela dit, il nous reste 5 à 10 minutes pour répondre aux questions et qui sont dans le chat. Et pour cela, je vais donc passer la parole à mon collègue Andrés. Merci Maya et merci à tous les présentateurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Je vais essayer de les résumer pour monsieur donc Dina Cheng. Donc, il y a trois types de questions. L'une porte sur la, la subvention et comment soutenir les ménages à faible revenu. Et comment identifier, avez-vous identifié les ménages à faible revenu? Avez-vous constaté un changement de climatique lorsque les toilettes ont été installées? Parce que souvent on construit des toilettes et les populations ne les utilisent pas. Comment avez-vous donc constaté ce changement climatique? Et en ce qui concerne les finances, comment avez-vous trouvé les bailleurs pour vous soutenir? Quels ont été les défis? Et si vous pouvez déjà répondre à ces deux questions, et si le temps nous le permet, je vais ajouter la dernière, la troisième question qui vous a été posée. Désolé, Monsieur Dina Cheng participe à une réunion déjà et je vais faire en sorte de lui porter les questions que vous avez posées et, et je me chargerai de faire un résumé de ces réponses que je vous transmettrai. Merci. Voulez-vous que je répète les questions? Non, ce sera bon. J'ai déjà lu les questions en lisant la chat. Est-ce que vous pensez pouvoir répondre de façon brève à ces questions? Je pense que je vais en parler à Monsieur Dina. Toutes les excuses de ne pas pouvoir répondre pour l'instant. Lorsque nous allons donc construire des latrines. Pardon, vous avez parlé de construction de latrines au Mali. Il y a une autre question également sur la façon dont vous avez réalisé l'ODF au profit des communautés et comment vous avez maintenu l'engagement des communautés. Est-ce que vous pouvez réagir à ces questions?
Donc, on va reprendre les questions. La première question est la suivante. Elle porte sur les types de latrines qui ont été construites dans le cadre du programme au Mali. Il y a une autre question qui porte aussi le rôle des régulateurs et une autre porte sur le rôle des opérateurs privés et comment ce projet a maintenu l'engagement des communautés de façon à donc durabiliser les infrastructures, les toilettes. Voici les 4 questions qui vous ont posées. Je vais essayer de faire les questions en français parce que je pense qu'il y a un problème avec la traduction. Monsieur Dambélé, vous avez saisi la question? Vous avez saisi la question, Monsieur Dambélé? Oui, oui, j'ai bien saisi les questions. Oui, oui. Et donc, vous avez demandé le type de latrines construites dans le cadre du marketing de l'assainissement au Mali. Exactement, oui. Et donc, je commencerai par ça. Effectivement, c'est des latrines améliorées qui ont été construites dans le cadre du marketing de l'assainissement. Comment est-ce que nous sommes arrivés à cela? Parce que pour la segmentation, nous avons d'abord mis l'accent sur les villages fédéraux. Et donc, les villages qui ont déjà mis fin à la défécation à l'air libre. Donc, tu as trouvé que ces villages ont construit des latrines, mais qui ne sont pas des latrines dont les matériaux sont durables. Donc, déjà, le bon comportement est là. Il faut les accompagner à rendre maintenant durables leurs infrastructures. Et donc, le marché a été créé pour faciliter d'abord l'accès aux intrants. Et donc, au niveau d'une localité, par exemple, on vérifie dans la communauté, est-ce qu'il y a un commerçant, est-ce qu'il y a un quincaillier qui, même sans l'appui d'un partenaire, qui est déjà dans ça. Donc, en ce moment, c'est plus facile de l'accompagner dans ce qu'il fait. Et donc, l'opérateur a été, comment dirais-je, identifié comme ça. Et on a formé des maçons locaux qui ont permis à la réalisation de ces... Comme déjà, euh, ça prend en compte aussi la deuxième... les communautés ont accepté ou en sorte que on a mis en place, comment dirais-je, des promotions. Et donc, c'est les promoteurs qui démarchent. Et le promoteur, lors de leur démarche, quand les promoteurs facilitent, par exemple, l'achat d'une dalle au niveau d'une communauté, le promoteur a 2000 francs. Et donc, si tu parviens à démarcher, à convaincre les communautés afin de vendre un nombre conséquent de dalles, donc ce nombre-là va être multiplié par 2000 francs et du coup, tu as un revenu aussi conséquent. Et donc, tu ne vas pas te décourager, en tout cas dans la sensibilisation, dans l'information, pour que les communautés puissent y adhérer. Merci beaucoup. Maintenant, par rapport à l'utilisation des toilettes, il faut quand même reconnaître que nous sommes dans l'approche assainissement total pilotée par la communauté et le poste fédéral depuis 2009, bien sûr avec l'accompagnement, toujours comme je l'ai dit, de notre partenaire principal UNICEF. Et il y a 5 ans, on a eu à expérimenter au niveau d'un village fédéral. Donc, un village fédéral et un village non fédéral au niveau d'une même commune. On a demandé au centre de santé communautaire, au médecin du centre de santé communautaire, de nous sortir les statistiques par rapport, en tout cas, au cas de maladies rencontrées dans le village fédéral
le cas de maladies rencontrées dans le village non féodal. Donc, suite à ces statistiques, nous avons compris qu'effectivement, l'entretien, le fait d'avoir une latrine améliorée et de l'entretenir contribue à plus d'un titre le maintien de l'état de santé, en tout cas de la communauté. Donc, du coup, quand une communauté utilise les latrines et quand une communauté n'utilise pas les latrines, directement, la différence, elle est faite. Et donc, c'est sur, partant de ce fait que nous nous sommes basés pour convaincre les autres communes, les autres communautés à adhérer à ce changement de comportement vis-à-vis de l'assainissement. Je ne sais pas si j'ai bien compris les questions. Oui, c'est bien, merci beaucoup. Ce qu'on va faire aussi, c'est de voir toutes les questions qui ont été mises dans le chat. Et s'il y a des questions qui manquent à répondre, peut-être on va le faire par email quand on envoie la grabation du webinaire. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Je vais laisser la parole à Martina Rama pour sa remarque. Elle est du bureau régional Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNICEF. Bonjour tout le monde. Je suis heureuse d'être de votre. Est-ce que vous m'entendez? Merci à tous nos intervenants pour les exemples intéressants qu'ils ont partagés, particulièrement les cas du Mali et du Cambodge. Ce webinaire a été très intéressant et je voudrais donc faire ce résumé. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette session est que l'assainissement de base est à son point de départ. Nous avons commencé à travailler sur la question d'ODF pour créer la demande. Donc, il faut travailler, se baser sur, s'appesantir sur cela pour faire avancer la question de l'assainissement géré de façon sécurisée. Il y a également l'implication des collectivités locales pour imbriquer disons, ce projet dans les plans nationaux. Il faut également penser à la mise à échelle des solutions. Il faut donc il faut des solutions technologiques et des solutions basées sur le marché pour l'assainissement géré de façon sécurisée et savoir également les préférences des utilisateurs et avoir également une approche inclusive et particulièrement les personnes vivant avec un handicap, une variété d'options est nécessaire. Il faut également une approche basée sur le marché, avoir toutes les différentes approches en matière d'assainissement pour avoir également accès à cette technologie. Et le troisième point porte sur la centralité du gouvernement local. Comme dans la plupart des présentations, l'on dit, les gouvernements locaux sont un peu faibles parce qu'ils ne disposent pas de capacité de financement de fonds. Nous devons les soutenir de façon à ce qu'ils puissent planifier, et, tel que nous l'avons vu dans les exemples du Mali et du Cambodge, planifier sur des approches concernant la question, le milieu, le domaine et trouver le budget nécessaire pour cela. Il y a également la régulation qui est très importante en ce sens qu'il permet de savoir que toute la chaîne de services est prise en compte. Il ne s'agit pas seulement des infrastructures d'assainissement, mais la gestion même de l'assainissement, la gestion des matières fécales, ainsi de suite. Tout cela doit être pris en compte pour le bénéfice de tous. Voici donc les points principaux
L'autre question est d'avoir une approche inclusive pour toucher les ménages vulnérables. Il y a également une approche basée sur des subventions qu'on peut également mettre en place pour les ménages. Merci beaucoup, Maya, à vous pour la clôture. Merci beaucoup, Martina. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette session et pour ces interactions actives que nous avons eues. Nous allons vous revenir avec les réponses aux questions qui n'ont pas été, disons, qui n'auront pas trouvé de réponse de façon directe dans ce webinaire. Donc, nous continuons avec les deux dernières sessions. Mais je voudrais remercier. Il nous reste deux dernières sessions pour boucler ce programme. Je voudrais remercier les présentateurs et je peux dire que nous avons une très belle session aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie et bonne journée.